On dit que la mer ne fait que tourner des pages blanches, qu'elle n'a pas d'histoire. Plongez donc à mes côtés. Je vous guiderai dans la rumeur sans écho des fonds sous-marins pour vous conter mon histoire. Nous arrivons dans l'exposition consacrée à la question des origines. Hélène Lafont-Couturier, directrice du Musée des Confluences. Et pour commencer, nous avons un ensemble d'œuvres inuites, avec notamment un mythe important pour eux, qui est le mythe de Sedna. Alors quand on parle de Sedna, il s'agit d'une corruption en fait de l'Inuktitut, Sanna, qui est en fait un terme qui est utilisé pour qualifier cet esprit de la mer. Florence Duchemin-Pelletier, historienne de l'art. Donc Sanna, c'est celle d'en bas, Uinigumassuiturk, celle qui ne voulait pas se marier, Takana Aluk, la grande ou la terrible d'en bas, et Nuliayuk, la grande épouse. Plusieurs noms coexistent en fait et qui se rapportent à l'histoire. Donc la grande d'en bas puisqu'elle vit au fond des eaux, et celle qui ne voulait pas se marier, c'est vraiment l'origine de l'histoire, celle d'une femme qui refusait tous les prétendants. Alors parmi les représentations de Sedna, il y en a 4. Il y en a une qui a ma préférence en fait et qui m'interpelle tout particulièrement. Alors c'est une sculpture qui, pour vous la décrire, fait à peu près 1 mètre, composée de matériaux hétéroclites qui ont été prélevés dans la nature et assemblés un petit peu à la façon d'un enfant qui construirait un bonhomme de neige. Il y a à la fois le corps oblong dans une pierre grossièrement taillée. Il y a la sculpture de la tête qui est très délicatement sculptée. On peut, si on se penche, découvrir des cheveux d'orignal qui composent la chevelure de Sedna. Et puis, il y a 2 ramures de caribou qui représentent ces mains qui ont été suppliciées, dont on ne sait pas où sont des mains ou des nageoires. Et effectivement, lorsqu'on regarde cette sculpture, ce qui me frappe, c'est que moi, je ressens personnellement beaucoup de mouvement et puis aussi cette féminité qui est forte dans cette œuvre. Sedna, elle vient de l'air pour finir au fond des océans. Elle adopte plusieurs corps animaux qui, normalement, ne cohabitent pas. Nathalie Talek, artiste. Et donc, quand elle est représentée de manière physique, c'est toujours avec des morceaux d'êtres qui ont été vivants. En fait, ça ne cesse de reconduire, je trouve, le principe de sa reproduction, finalement, puisqu'elle n'a pas pu se reproduire autrement, elle n'a pas pu faire d'enfants, elle n'a pas pu enfanter, elle n'a pas pu mettre au monde ce qu'on attendait d'elle, mais elle met au monde, je dirais, un autre monde. Cette représentation de Sedna qui me touche particulièrement est l'œuvre d'un artiste qui est né en 1950, qui s'appelle Mathieusi Iyaituk. C'est un artiste qui est un artiste réputé, reconnu du Nunavik. Mais c'est un artiste qui a traité autrement les matériaux, une diversité de matériaux et une nouvelle forme de représentation. Et en fait, il y a une phrase que j'aime particulièrement qu'a écrite Descola, donc cet anthropologue français, parce que elle dit beaucoup, et quand j'ai lu cette phrase, j'ai vu cette sculpture. Donc, sculpter un animal pour un Inuit, ce n'est pas imposer une forme préconçue à une substance informe. C'est relâcher la forme enfermée dans le matériau, l'aider à venir au premier plan, parce que c'est l'actualisation même de cette forme, plutôt que le résultat concret qu'elle dégage, qui est en vérité ce qui importe. Elle oblige à discerner l'animal en puissance, tapi dans un devenir encore inaccompli. Vous écoutez Héroïne, le podcast qui donne vie aux grandes figures féminines du Musée des Confluences. En fait, on est sur une terre qui est stable, puisque le Groenland ne dérive pas,
Mais en revanche, le sentiment qu'on a, c'est qu'on est en dérive permanente. Les aurores boréales sont troublantes et toujours mobiles. Les icebergs sont des montagnes qui se déplacent. On est dans le glissement vers un monde qui est quand même peuplé de créatures bizarres, des personnages qui sont souvent d'ailleurs comme Sedna des sortes de chimères qui mélangent à la fois des formes humaines, des formes animales. Donc ça fait un univers très glissant, très mobile. Mon histoire ne commence pas à ma naissance et elle ne s'achève pas à ma mort. Mon histoire débute lorsque le blizzard s'est levé. L'environnement dans lequel se déroule cette histoire, ce mythe fondateur, est un environnement que beaucoup d'Occidentaux ont qualifié d'extrême. Les Inuits ne sont pas d'accord avec ça. Ils considèrent que c'est un environnement exigeant. Un environnement exigeant, bien sûr, marqué par des hivers très rude qu'on connaît, donc les températures descendent jusqu'à moins 40 degrés, ressenti moins 50, 60 ou plus moins avec le blizzard. En été, les températures, théoriquement, n'ont pas au-delà de 16 degrés à peu près, et l'environnement inuit n'est pas un environnement nu, désertique, comme on a souvent pu le dire depuis au moins le XVIe siècle. C'est vraiment un topos de la description de l'environnement arctique. C'est un environnement pour les Inuits qui est très vivant, qui est traversé, qui est habité. Les Inuits savent s'orienter dans cet environnement à travers les bruits, à travers des traces de pas. Et c'est un environnement en été qui peut être très très coloré. Et il se trouve que le mythe de Sedna, puisqu'on nous parle d'eau libre et d'une embarcation, ce moment se déroule certainement pendant l'été. Un violent blizzard soufflait. La nuit tombait. Un jeune homme s'était présenté devant notre igloo. Il était d'une grande beauté. Mon père le laissa entrer et l'invita à dormir avec nous, dans le lit familial, comme le veut la coutume. Chez nous, on ne laisse pas mourir de froid nos semblables. Mais au matin, le jeune homme avait disparu. On ne retrouva devant l'igloo que les traces de pattes d'un oiseau. Les traces de pattes palmées d'un pétrel. Aussitôt, la colère de mon père éclata. Nous avons été trompés. Ce chasseur était en fait un esprit oiseau déguisé en homme. Et sa colère redoubla lorsqu'il découvrit que j'étais enceinte. Chez les Inuits, on trouve énormément d'histoires, de contes, de mythes qui vont mettre en scène des animaux qui ont des relations avec des êtres humains, des humains qui ont des relations avec des êtres invisibles. Et effectivement, dans les temps primordiaux, les êtres humains pouvaient aussi, par exemple, on disait qu'un homme, s'il mettait une fourrure d'ours, il devenait un ours. Voilà, ce sont les temps primordiaux. Il y a ensuite eu une dissociation, comme une dissociation entre les sexes féminins et masculins, entre le jour et la nuit. Des opposés sont mis en place. Dans les temps primordiaux, il y avait effectivement cette porosité. Et c'est peut-être la raison pour laquelle elle est présente dans ces mythes. Voilà, alors si on poursuit la découverte de ces vitrines, on est devant un merveilleux grand corbeau qui est sculpté sur un os de baleine et qui représente le grand corbeau qui, à l'issue d'un combat avec un renard polaire, puisque c'est une légende inuite, va ramener l'alternance du jour et de la nuit, lui apportant le jour et également la connaissance. Il est donc ô combien bénéfique, contrairement à l'oiseau qu'a rencontré Sedna. Peu de temps après, l'esprit oiseau revint me chercher. Et malgré mes suppliques, malgré mes larmes, mon père le laissa m'emporter sur son île pour effacer sa propre honte. C'est vrai que la place des femmes chez les Inuits est complexe. Autrefois, les femmes n'étaient pas inférieures aux hommes. Il y avait un rapport de complémentarité. Chacun avait des tâches à accomplir, mais les femmes étaient plutôt sédentaires et s'occupaient de la maison. Les hommes allaient plutôt à la chasse, étaient plutôt
nomade, mais une femme, par exemple, devait être une habile couseuse. Et si elle ne l'était pas, eh bien, les vêtements du chasseur n'allaient pas être imperméables et peut-être qu'il allait mourir de froid et donc ne pas ramener du gibier pour pouvoir nourrir toute la famille. Bon, donc les femmes avaient un rôle extrêmement important qui n'était pas du tout dévalorisé. Toujours est-il que les femmes inuites restent extrêmement fortes. On a beaucoup de femmes qui sont leaders et autrefois on avait des femmes qui pouvaient être leaders aussi, des femmes qui pouvaient être chamanes, les sages-femmes occupaient un très grand rôle et un homme pouvait être sage-femme aussi, donc on n'avait pas une répartition extrêmement stricte des rôles. Voilà, donc on trouve des femmes leaders chez les Inuits qui sont assez nombreuses, qui s'illustrent sur le plan international. Récemment a été nommée une gouverneure du Canada, Mary Simons, qui était au Conseil circumpolaire Inuit. Sheila Watt-Cloutier, pour les droits environnementaux, ce qu'elle appelait le droit au froid, a beaucoup milité depuis les années 90 sur la scène internationale, mais il n'y a pas encore de parité. Et ça, les femmes Inuits militent pour cette parité au sein du gouvernement du Nunavut. Les remords, pourtant, ne quittaient pas mon père. Alors un jour, il embarqua sur son Umiak, son grand bateau de peau, pour venir me sauver. Quand il me trouva, l'oiseau était absent. Mon père me prit dans ses bras et nous nous échappâmes ensemble sur l'océan. Mais l'oiseau rentra bientôt et, ne me trouvant pas, se mit en rage. Il battit furieusement des ailes jusqu'à déchaîner une violente tempête. Soudain, le ciel fut noir et les vagues gigantesques. Notre Umiak menaçait de chavirer. Mon père était terrorisé. Je crois qu'il m'aimait, mais sans doute moins que sa vie. Alors, pour apaiser l'esprit, il me jeta dans l'eau glacée. Mais je ne voulais pas mourir. Je luttais pour respirer. Je m'agrippais au rebord de l'embarcation. Alors mon père me trancha les doigts. Mais je me suis tenue par les poignets. Alors il m'a coupé les mains. J'ai voulu m'accrocher par les coudes. Il m'a tranché les bras. Et j'ai sombré. J'ai sombré dans les eaux noires et glacées. En fait, il lui découpe les doigts, en effet. Il se sépare d'elle, il l'abandonne. Mais est-ce que ça n'est pas la métaphore du passage de l'âge enfant à l'âge adulte, où tout doit se construire, tout doit s'élaborer? Donc là, c'est une forme, je trouve, très violente, bien sûr, qui s'incarne dans un découpage du corps de la jeune fille. Mais n'est-ce pas toujours la même chose? C'est-à-dire que quand le jeune garçon ou la jeune fille veut prendre son envol, veut quitter le nid familial, quand il s'oppose à la culture qu'il a reçue, à l'éducation qu'il a reçue, c'est toujours très violent. Mais elle n'en revit que mieux, alors sous une autre forme. À mesure que je coulais dans les profondeurs, les différentes parties de mon corps qui sombraient avec moi se sont métamorphosées. Mes phalanges se sont changées en phoques, mes paumes en morses, mes avant-bras en baleines, et toutes ces créatures nageaient à mes côtés. Nous sommes de retour devant la sculpture de Sedna, la première, celle que je préfère en tout cas. Cette figure, pour moi, elle illustre aussi les liens de l'homme avec les autres espèces et la nature, puisque Sedna, il y a une hybridation, elle a un buste de femme et une queue de poisson, enfin c'est une sirène. Ce jour-là, je ne suis pas morte. Je suis devenue Sedna, la déesse océan, moitié poisson, moitié femme, la mère de tous les animaux marins.
Alors, en fait, c'est une plongée dans l'autre monde, dans l'entre-monde, parce qu'elle reste bien sûr au fond des eaux, mais elle ressurgit sous d'autres formes. Donc là, c'est un peu comme l'iceberg. En fait, c'est à peu près la même figure, avec bien sûr une sorte d'iceberg anthropomorphe. Ils ne font pas de différence entre l'homme et l'animal. Donc tout devient possible. Tout animal est sacré. Tout animal peut passer du sacré au monstrueux, du sacré au mortel. Mais il n'y a pas de différence fondamentale entre l'homme et l'animal à partir du moment où les uns comme les autres sont des êtres vivants. En fait, chez les Inuits, il y a un vrai respect de l'environnement et un respect de chaque élément vivant, en fait. Et dans le musée, on essaye de mettre sur le même plan, effectivement, des collections de sciences naturelles, des collections ethnographiques, et de lier les choses, puisqu'on se doit de transmettre finalement deux histoires, l'histoire de l'homme et de la nature, mais surtout et l'histoire du lien de l'homme avec la nature. Je suis Sedna. Et lorsque je suis courroucée, je retiens le fruit de la pêche des humains dans mes cheveux emmêlés. Je ne les libère qu'après avoir été apaisée. C'est pourquoi les hommes, leur harpon dans une main, et dans l'autre, mon image gravée sur une pierre, m'apaise par des chants. Animaux marins, venez et offrez-vous dans le matin. Puisque Sedna, en fait, elle permet ou pas aux hommes de pêcher, d'attraper des mammifères marins. Donc, en fait, il y a une forme de respect des populations envers les océans et dans la pratique de la pêche. C'est-à-dire que lorsqu'un chasseur pêche un phoque, eh bien, s'il veut respecter Sedna, il doit lui donner de l'eau glacée qui n'est pas salée et la verser dans l'océan salé. Ils m'apaisent par des offrandes en remettant à l'eau le foie du premier mammifère qu'ils ont tué. Ils m'apaisent encore par la visite d'un Angakok, un chaman témoin des tabous enfreints par leur communauté. Et au cours de sa transe, l'Angakok peigne ma chevelure sacrée avec un peigne d'os. Quand les hommes transgressent des interdits, ces derniers vont tomber sous forme de déchets dans les cheveux de Sedna, donc ça va emmêler ses cheveux, ce qui va beaucoup la mécontenter. Et donc le chaman doit plonger au fond des eaux pour lui démêler les cheveux et donc la contenter. On dit aussi dans certaines versions que quand il y a une transgression d'interdit, des poils de caribou poussent dans ses oreilles, ce qui l'empêche d'entendre. Donc de la même façon, le chaman doit lui enlever toutes ces touffes de caribou qui sont dans ses oreilles. Donc le chaman doit négocier en gros avec Sedna. Il s'agit bien d'un esprit extrêmement puissant, mais avec lequel voilà on peut négocier. Donc il faut aller le voir, il faut le convaincre, et il faut l'adoucir pour que l'accès au gibier soit rétabli. Pour moi, Sedna, c'est à la fois c'est une sorte de forme poétique du rapport au monde. C'est une forme à la fois tragique mais aussi très violente. Donc elle a le droit d'être violente, elle est très violente. Son courroux se manifeste par les tempêtes et donc par la mort à la fois d'animaux mais d'êtres humains également. Ce que j'aime assez chez elle, c'est cet attribut normalement très féminin, très sexué qu'est la chevelure, qui se transforme pour elle en une sorte de marque de très grande violence et de très grande liberté. Je suis Sedna, la déesse crainte et adorée. Je nourris les hommes et les fais souffrir quand ils m'ont offensée. Je suis dangereuse ou généreuse, selon comment vous vous comportez. Mon histoire et la vôtre sont liées. Ce qui reste d'elle, c'est, pour moi, sa puissance,
sa puissance à transformer le monde tel qu'elle le souhaite. C'est aussi cette figure un peu transitionnelle entre le monde du haut et le monde du bas. C'est aussi une figure qui parle à tout le monde. C'est une figure qui n'a aucune temporalité, qui n'a à la fois aucune durée, mais qui n'a aucune fin non plus. Donc voilà, c'est une sorte de figure magistrale, à la fois de la beauté et du libre arbitre et de la liberté. Je pense que, en fait, à partir du moment où dans les contes il y a des figures féminines qui ont une action sur le monde qui les entoure, c'est quand même la preuve pas d'une supériorité, mais d'une très grande liberté d'agir, de penser, de faire. Et je trouve que, bien sûr, ça commence dans le drame, mais en fait, après, elle fait ce qu'elle veut. Héroïne, avec la voix de Nathalie Dessay. Scénario et réalisation, Martin Kénéen. Prise de son et mixage, Aurélien Barbolosi. Une production du Musée des Confluences.